En écoutant les divers intervenants, j'ai été frappée par deux éléments qui me paraissent sous-jacents, mais qui n'étaient pas forcément explicités. Quel est le bon niveau d'analyse? Quel est le bon niveau d'analyse pour le calcul des coûts économiques? Et j'y ai pensé déjà en écoutant Denis Couvet à propos des systèmes agricoles extensifs et intensifs. Est-ce que c'est à l'échelle du pays? Ça n'a pas de sens. C'est plutôt à l'échelle de la région que la question se pose, me semble-t-il. Mais là, je raisonne en géographe. Donc, quel est le bon niveau d'analyse pour l'analyse économique? Et quel est le bon niveau de décision? Et là, je voudrais rebondir sur ce que Wojtek nous a dit in fine. Bien sûr, la transition écologique, elle doit avoir une dimension démocratique. Ça me semble évident. Et c'est donc la question de quels acteurs, pour la prise de décision, quels acteurs sont légitimes? Quels acteurs sont légitimes? C'est une vraie question, me semble-t-il. Donc, si j'ai bien compris, ni seulement les experts, ni seulement les politiques, et je suis tout à fait d'accord. Mais si je relie la question de la légitimité de l'acteur à la question de la pertinence de l'échelon territorial, je pense que les choses doivent être posées en ces termes-là, relier l'échelon territorial et l'acteur qui est amené à prendre la décision, acteur collectif, bien sûr. Bon, je voudrais quand même dire que j'ai trouvé un peu trop schématique l'opposition entre le propriétaire individuel qui aurait une rationalité purement individuelle, un peu égoïste, et puis la collectivité qui serait le lieu où tout pourrait être résolu de manière plus vertueuse. Bon, ça me paraît un peu simpliste, un peu beaucoup, et j'en reviens à la question, à quel niveau doit-on parler de collectivité? Collectivité locale, collectivité régionale, collectivité nationale. L'acteur collectif, il n'est pas forcément vertueux. J'ai en tête l'exemple de la transformation post-socialiste en Europe de l'Est, où on a abandonné le modèle productiviste qui avait été défini en fonction d'objectifs collectifs, l'autosuffisance alimentaire, pour intensifier les systèmes de production et pour revenir, mais à un autre échelon, l'échelon régional ou l'échelon de l'exploitation, à un choix beaucoup plus rationnel et avec le passage, par exemple, à un système agricole extensif plus respectueux des conditions naturelles de la région ou de l'exploitation. Voilà, donc il me semble qu'on ne peut pas dissocier ces deux questions, la question du niveau territorial et la question de la légitimité de l'acteur. Gérard Escher, qui vient ici et représente l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui est membre fondateur de l'Institut, prend la parole à son tour. Voilà. D'abord, j'ai beaucoup apprécié, c'était mon premier jour hier dans une faculté de droit venant d'une école technologique, et j'ai survécu, et j'ai beaucoup apprécié cette approche interdisciplinaire d'aujourd'hui, où on n'a même pas exclu une juriste, donc merci beaucoup. Je trouve deux juristes, pas des tas de juristes. Ma première remarque, je trouve que c'est très important l'idée de la qualité démocratique de ce qu'on fait. La qualité démocratique des mesures. Donc les ingénieurs sont toujours l'impression que les chiffres, c'est absolu, et ils parlent d'eux-mêmes. Mais en fait, il y a une qualité démocratique des chiffres, et il faut absolument, au début du processus, dire pourquoi on veut faire ces mesures. Et c'est peut-être pour ça que les Néo-Zélandais, en 20 ans, n'ont pas réussi à mesurer, parce qu'on n'a pas expliqué aux gens pourquoi on veut prendre les mesures. Quelles seraient les conséquences si on avait les chiffres? Et ça va avec les remarques précédentes que le niveau d'intervention est probablement la région. Parce que c'est là où on peut expliquer pourquoi on veut mesurer les différents paramètres physiques ou économiques. Première remarque. Deuxième remarque, je pense dans ce panel interdisciplinaire, peut-être, mais je pose comme question, il manque encore une profession, c'est soit les paysans, soit les cognitivistes, c'est-à-dire ceux qui essaient de comprendre
psychologie des gens. Parce que lorsqu'on essaye de valoriser les services écosystémiques, au fond, on dit à un paysan, ton lait ne m'intéresse pas, mais la vache qui peut être photographiée par les touristes, ça m'intéresse parce que ça... Voilà, c'est ce qu'on a fait en Suisse et ça a déprimé les paysans. Donc ils ont des subventions par tête de vache très très confortables, mais au fond, on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font vraiment. On veut juste que les vaches soient propres et proches du téléphérique. Voilà. La troisième remarque, c'est est-ce qu'on peut faire le lien, et je crois que Johan, tu as posé la question au début, avec ce qui a été exposé hier dans le cadre du programme LASCO. C'est-à-dire, est-ce que la révitalisation de la charte de la Havane, comme c'est proposé par les juristes du programme, est-ce qu'elle correspond, est-ce qu'elle est un outil rapide et efficace pour aider de cette transition vers A et B? Donc, pour moi, il y a 2 points dans ce qui est proposé, n'étant non juriste, mais dans ce que j'ai aimé dans les textes qu'il propose. Donc, il modifie la charte de la Havane originelle. La première modification, c'est qu'il s'agit d'un accord que sur les produits agricoles de base, première idée, hein, cette charte. Et deuxième, c'est qu'on met à la fois des dispositions appropriées en vue de permettre un recours croissant aux sources de production les plus efficaces, les plus à même de préserver les ressources naturelles et les plus économiques. Donc voilà les trois objectifs de cette charte. Donc la question c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas, de manière transfert, locale et globale, pousser à donner ces nouveaux pouvoirs à la FAO à travers la réactivation de la charte de la Havane. Voilà. Il me semble donc que dans les questions, il y avait une partie des réponses et que vos 2 questions ou vos multiples questions croisées apportaient des réponses. Si quelqu'un a l'envie d'y répondre, sans doute directement, Denis, ça sera à toi. Mais en tout cas, je tiens à signaler ici la longueur d'avance que le système suisse, les liens entre administration territoriale et recherche universitaire donnent comme piste de réflexion. Et je pense qu'une partie de la réponse se trouve déjà dans cette expérience croisée qu'on peut avoir et on va avoir avec les Suisses. Jean-Denis. Oui, donc très rapidement sur effectivement les niveaux d'analyse, l'exploitation agricole est forcément un niveau fondamental puisque finalement les décisions sont prises par les agriculteurs. Donc notamment le revenu des agriculteurs est forcément une variable incontournable. Donc là, l'exemple, effectivement, vous faites référence à quelque chose qui est discuté d'ailleurs depuis très longtemps. Il y a déjà 30 ans, les agriculteurs français le disaient déjà. Mais je pense que après tout dépend comment on le présente. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de changer les règles du jeu. C'est-à-dire, à la limite, pourquoi pas un agriculteur suisse est très productif, mais moyennant le fait qu'il maintient un paysage de qualité. Donc là, peut-être qu'il y a une autre manière. Je pense que, bon, ça demande que le métier évolue, mais il n'y a pas que le métier d'agriculteur qui évolue, donc bon, c'est sans doute discutable. Alors après, sur les autres niveaux d'analyse, le niveau régional, c'est vrai que pour un écologue ou un géographe, il est tout à fait évident. Pour un agronome, sans doute aussi. Sur les services écosystémiques, c'est vraiment évident. Maintenant, le problème, c'est que les décisions d'ordre social, politique, elles ne sont pas tellement prises à cette échelle-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est peut-être pas l'échelon le plus important. C'est-à-dire que l'échelle nationale reste une échelle fondamentale, puisque c'est là que sont décidées les lois, et c'est là que sont décidées les subventions, tout l'ensemble économique. Hein. Donc, les paiements pour services écosystémiques, pour le moment, en tout cas, ça serait plutôt à ce niveau national qui sont déterminés. Donc, effectivement, ce niveau national, il est extrêmement important pour l'analyse. Donc, et là, les pays exportateurs, pays importateurs aussi, c'est une variable de discrimination qui est sans doute importante pour voir la logique des décisions de type agricole. Toute petite nuance quand même par rapport à ce que vient de dire Denis sur l'échelle nationale et notamment la question des paiements des services écosystémiques. Il y a quand même l'Europe. Pardon. Il y a quand même l'Union européenne au-dessus et l'OMC dont on a parlé hier, et notamment sur la question des paiements. Alors lorsque ce sont des paiements publics et notamment lorsque ça prend la forme d'aide publique, là pour le coup et lorsqu'on est en matière agricole, le droit de l'OMC mais aussi
aussi, pour ce qui concerne le droit de la concurrence, le droit de l'Union européenne, donne un cadre très rigide, hein, et notamment la question des aides agricoles dans le cadre de l'accord agricole de l'OMC. Les aides sont limitées au surcoût, et les aides environnementales, pardon, sont limitées au surcoût et au manque à gagner que des mesures environnementales entraînent, hein, pour les exploitants. Ce qui veut bien dire que là, dans le droit lui-même, dans le droit de l'OMC, on a le présupposé, enfin, ce droit repose sur le présupposé selon lequel, c'est ce que je vous disais, la question, l'environnement est une contrainte extérieure à l'activité agricole, et on veut bien des aides dans le cadre de l'OMC lorsqu'elle protège la production, la productivité agricole contre l'environnement. Mais en revanche, les règles de l'OMC s'opposeraient à ce que finalement un système d'aide publique, et notamment celui de la PAC, vienne rémunérer véritablement des agriculteurs pour les services écologiques qu'ils pourraient rendre, puisque là, le calcul serait complètement différent. Voilà. Donc, difficulté, pour revenir à la question des niveaux décisionnels, difficulté à intégrer cette liberté de décision des autorités, ou que ce soit des autorités, des institutions en place, ou des groupes, d'autres formes de réseaux décisionnels, des niveaux locaux, mais aussi nationaux, voire régionaux comme l'Union européenne, dans un cadre qui peut être mondialisé pour le droit notamment des échanges commerciaux. Bien, je peux dire un mot. Non, juste pour répondre à ce à quoi vous faisiez référence, et donc au projet auquel j'ai fait référence dans la dernière partie de mon intervention. Je signale juste que c'est une recherche qui s'efforce en réalité de protéger la capacité des écosystèmes donc à rendre des services. Donc on cherche à trouver des solutions. La solution que je vous ai exposée, dans laquelle on différencie deux propriétaires, un propriétaire du sol et un propriétaire de la capacité à rendre des écosystèmes, à rendre des services, elle s'intéresse spécifiquement au sol, puisque les textes qui prévoient la protection des sols sont sous le tapis au niveau de l'Union européenne depuis très longtemps, et ils prennent un peu la poussière, notamment les textes qui permettraient de protéger la qualité des sols. Donc on cherche des solutions. Alors peut-être c'est pas la bonne, peut-être il y en a d'autres. C'était un exemple de ce qu'on pouvait faire. En tout cas, aux États-Unis, il a existé une décision au moins donnant raison à un juge, où le juge donnait raison à une collectivité qui avait refusé d'attribuer un permis au motif que un permis de construire, au motif que la construction en question, eh bien, portait atteinte au service rendu à la collectivité, et donc le juge avait refusé avait donné raison à la collectivité. Donc on essaye de trouver des solutions. Il y en a d'autres. On pourrait penser au droit de la responsabilité, par exemple, mettre en jeu la responsabilité du propriétaire. En tout cas, on cherche, voilà. Et donc ce projet est là pour ouvrir des pistes, voilà. Je vais demander exception temporelle pour les 5 minutes qui suivent, prendre quelques questions de la salle. Voici, par exemple, là-bas. En attendant, sachez que je tiens à votre disposition une sorte de cadre de discussion. J'ai une cinquantaine de feuilles à votre disposition. Ceux qui le souhaitent passent par ici pour les récupérer. Merci. Merci. Jean-Pierre Doussin, je suis un ancien professeur associé de cette université, et je voudrais rebondir à partir d'une observation faite par Isabelle Doussin. Juste la dernière, mais par la même occasion, je ne suis pas d'accord avec elle sur ce qu'elle a dit sur l'OMC. Je pense que l'OMC a pour mission d'éviter que l'on habille des mesures de protectionnisme avec d'autres habits. Et si ces autres habits sont présentés de manière objectivable, normalement, l'OMC ne doit pas s'y opposer. Mais enfin, ce serait encore un long débat. Bon.
Non, ce que je voulais dire, je reviens plus directement à ces observations qu'elle a faites tout à l'heure sur les effets pervers du droit. En réalité, c'est pas véritablement le droit qui est en cause, mais plutôt la réglementation en tant qu'instrument d'une action politique. Elle a cité par exemple la modification du droit rural en matière de protection des fermiers vis-à-vis des propriétaires, ce qui est tout à fait légitime, avec des effets induits, pervers, etc. Mais il y en a d'autres. Les actions politiques, d'une manière générale, sont souvent prises en fonction de la gestion d'intérêts bien légitimes. Mais je vais vous citer un exemple très récent. Les bonnets rouges et les bretons ont accru la pression sur le gouvernement pour faire en sorte que l'on vienne en appui à la Bretagne. Nous sommes en Bretagne ici, donc on est très sensible à ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'on fait? Notamment, on va favoriser la mise en place de la technique de la méthanisation pour gérer les lisiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va favoriser l'intensivité de la production des élevages de porcs et aller à l'encontre de ce que pratiquement tout le monde souhaite, c'est-à-dire l'extensivité de l'agriculture. Dans le même temps, la semaine dernière, je voyais l'information de la création d'une usine laitière de 1000 animaux en Picardie, avec toujours une magnifique usine de méthanisation. Mais pour faire la méthanisation, il faut également mélanger au lisier, parce qu'on ne peut pas travailler à partir du lisier pur, mélanger du maïs. La culture du maïs, c'est la culture la plus artificielle qui soit, etc. Alors, mon observation débouche sur une question. Ne vous semble-t-il pas que dans toutes ces mesures publiques, habillé juridiquement si c'est nécessaire, ce qui manque, c'est une étude d'impact. Et une étude d'impact qui intègre pas seulement l'impact direct, mais tous les impacts indirects dont vous nous avez parlé, tout cela. Or, à ma connaissance, ces études d'impact ne sont pratiquement jamais faites. Alors, on construit des immeubles sans savoir s'ils servent à l'objet pour lequel on les a construits et sans se donner le temps de porter un jugement sur l'efficacité de ce qu'on a construit. Merci. Et pour faire bonne mesure, une deuxième et dernière question. Oui, là. Bonjour, c'est plutôt un commentaire plutôt qu'une question. Je m'appelle Hugo Munoz de l'Université du Costa Rica. Et il y a quelques années, lorsque un propriétaire foncier arrivait chez le ministre de l'Environnement, il lui posait la question, bien, pourquoi dans cette propriété que j'ai, je ne peux pas faire tomber un arbre qui est là? Le ministre lui disait tout simplement, bien, est-ce que vous savez planter cet arbre-là? Il a dit, mais évidemment pas, hein. C'est un arbre qui prend plus de 100 ans pour grandir. Alors c'était mes ancêtres qui l'ont planté. Peut-être avec cette réflexion-là, un peu naïve, on pourrait mettre un peu en question, réfléchir au moins à ces caractères substituables des ressources. Si on prend en compte que finalement, toutes les ressources naturelles sont des cadeaux de la nature, parce que la plupart d'entre nous n'ont rien fait pour gagner ces cadeaux. Alors, je pense qu'il faut réfléchir à ça, notamment lorsqu'on regarde ces propositions sur la comptabilité des ressources qui relativisent toute la valeur réelle de l'environnement. Merci. Bien que peut-être le mot relativisme est un bon mot pour la fin, sinon on ne s'appellerait pas l'Institut Michel Serres. Je pense qu'on est très sensible, on va rester dans la ligne de l'inertie et du relativisme de telle sorte que les deux ne se rencontrent jamais. Merci pour votre présence ici, merci pour nous avoir laissé dépasser notre temps de parole et portez-vous bien d'ici les rencontres prochaines.